Les partenaires. C'est très américain en ce moment. Nos partenaires et amis, Xilo Future et ODIS et aussi Good Market. C'est la troisième édition de Numérique et Construction Bois. Nous avons préparé un programme adapté à l'actualité et nous espérons vous voir participer, poser des questions. Le but, c'est d'échanger. À l'origine, nous souhaitions croiser les mondes du numérique et de la construction bois. Voilà, c'est fait, c'est la troisième fois. Peut-être mes collègues me diront un mot. Merci. Donc, Vincent pour Xilo Future. Merci de Roland de nous accueillir effectivement pour cette troisième édition de Volet numérique. Le numérique, c'est une thématique qui se développe énormément, depuis quelques années déjà. Mais dans la filière bois, on est composé principalement de PME. Et comme le nom pôle de compétitivité, Xilo Future est un pôle de compétitivité, comme le nom pôle de compétitivité le mentionne, le numérique dans la compétitivité des entreprises est un élément très important. Et donc, pour nous, c'est particulièrement. Ça devient un rendez-vous régulier, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que le numérique, dans la construction, mais comme en général dans les entreprises du bois que nous représentons, est un événement important. Donc, bienvenue, bons échanges. Et alors, je ne dis pas encore l'année prochaine, on le dira tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Vincent Cepeliades, je suis le directeur opérationnel d'ODIS, donc Cluster Construction et Aménagement Durable en Nouvelle-Aquitaine. Je vais juste remercier les équipes qui ont tout organisé avec les intervenants, donc David Portugais, David Sinins qui est en ligne pour ODIS, et Apolline notamment de Xilo Future. Voilà, donc, je vous souhaite une bonne journée et riche d'échanges, on espère. Merci. Apolline, tu veux présenter le programme? Tu viens de se dire pour Good Market? Ouais, ce sera après. Mais... Donc, on va passer au programme. On a pris 10 petites minutes de retard avec la présentation de Eric Guidice, architecte et directeur à l'agence EGR. Je vous laisse prendre la main. Eric. Bonjour. Avec votre présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? On la voit très bien ici. Alors, en plein écran, ça serait top. Mais... je vais voir si je peux. Pas toujours facile. Attendez, je vais juste faire comme ça. Là, ça va là ou pas? Parfait. Voilà, bonjour à tous. Donc, Eric Giudice, architecte et urbaniste. Donc, je me présente rapidement. Après, je parlerai plus particulièrement. Donc, je dirige une agence d'architecture qui est basée donc, en France et en Suède. Donc, de manière assez naturelle, on a on travaille sur tout type de projets, aussi bien des équipements que des projets de logement, de bureaux ou même des aménagements urbains. Et c'est vrai qu'on travaille énormément en BIM, notamment sur des projets assez complexes, mais aussi sur, finalement, on a généralisé le BIM, même sur des projets peut-être parfois plus simples. La relation entre le bois et le BIM est assez naturelle. On se rend compte finalement que les constructeurs bois ou les charpentiers sont parmi les premiers à s'être orientés vers les machines à commande numérique, par exemple. Donc on sent, nous, puisqu'on est en relation avec des entreprises aussi bien en France que dans les pays nordiques et aussi dans d'autres pays, que finalement, malgré le fait que parfois les constructeurs bois sont peut-être des plus petites structures,
elles sont souvent assez avancées finalement dans la construction bois. À ce titre, par exemple, nous avons réalisé le mine de Nantes, un équipement assez important par sa taille, à peu près 70 000 m². Ce projet, en l'occurrence, a été fait en conception, il a été fait en 3D, mais en exécution, il a été fait de manière plus classique, on va dire. On était en macro-lot. La seule entreprise qui a vraiment travaillé en 3D en BIM était le charpentier, donc Briand Construction et Leroux. Donc c'était assez intéressant de voir que sur ce projet qui finalement avait plusieurs lots et des constructeurs, on va dire classiques, de grosses œuvres, ceux qui ont été les plus, comment dire, les plus motivés ou les plus avancés étaient finalement les charpentiers. Donc ça, je trouve ça intéressant. Finalement, dans la construction bois, comme on a des assemblages à sec et il n'y a pas de possibilité de reprise sur chantier, on a un besoin d'avoir une précision importante dans la réalisation. On travaille plutôt au millimètre qu'au centimètre. Et les assemblages qu'on a pu réaliser sur cette charpente, donc c'est une charpente qui fait 360 mètres de long, des poutres qui font à peu près 1,80 m de haut. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu faire des assemblages vraiment très nets. On a intégré à l'intérieur des poutres les éléments d'assemblage. Souvent, vous voyez des ferrures assez imposantes pour ce type de charpente qui sont visibles à l'extérieur. Pour nous, c'était important d'avoir ce dessin très propre, ces assemblages, on va dire, presque invisibles. Et ceci a nécessité effectivement une conception assez avancée sur la manière d'intégrer les fixations. Et aussi, bien sûr, donc, une gestion par le numérique des dimensions de poutres afin de pouvoir assembler donc, ces nœuds où finalement vous avez 6 éléments de charpente bois qui viennent s'assembler en étoile et avec donc une nécessité d'avoir une précision très importante. On travaille comme je vous disais, sur toute typologie de structure et de construction. On a quelques axes de recherche, on va dire, ou de projet. Donc, déjà, un axe important, c'est la réflexion sur le modulaire, sur la possibilité finalement de travailler sur une régularité, des trames, des éléments répétitifs. Et j'ai entendu que vous vouliez échanger sur la massification de la construction. Effectivement, ça, c'est un axe de développement qu'on trouve très intéressant. Un petit peu pour exagérer, peut-être, ou pour tirer un peu le trait, c'est d'arriver à faire du bâtiment un peu comme Ikea fait ses meubles, c'est-à-dire des systèmes constructifs très rodés et très systématisés qui permettent finalement d'optimiser les coûts à toutes les échelles et aussi la consommation de matière. Après, nous avons aussi des axes de réflexion qui sont plus dans de la conception paramétrique, ce que vous voyez en haut à gauche, la guerre de Jönköping sur laquelle nous avons travaillé, où on travaille la capacité finalement du bois, sa souplesse en termes de constructifs pour créer des formes, on va dire, assez spectaculaires ou des formes avec des géométries complexes, avec l'avantage donc du bois de pouvoir s'adapter. Comment dire, c'est la combinaison d'un élément structurel qui permet de franchir des grandes portées, mais avec une légèreté qui permet aussi de faire des formes spectaculaires et assez avancées. Donc, comme je vous disais, on travaille en full BIM sur la plupart de nos projets. Là, c'est un projet qui était en construction, on va dire, classique, métallique, béton, à Göteborg en Suède, simplement pour vous dire que c'est vraiment
un élément qui fait partie intégrante de notre manière de travailler, pour lequel on a été primé donc avec un BIM d'argent l'année dernière. Là, le BIM, le numérique, nous sert enfin, pour plein d'aspects, mais surtout pour de la coordination avec les lots techniques, avec les différents éléments constitutifs du projet, l'assemblage entre les façades, les planchers, etc. Et ça permet sur des très grands projets d'avoir une très forte précision, ce qui permet aussi donc à terme finalement d'optimiser le chantier et toutes les étapes de la construction. On travaille aussi sur le BIM étendu à l'aménagement urbain. Là, c'est un projet que nous faisons en Martinique à Sainte-Luce, où on refait, en fait, on retransforme le front de mer avec un certain nombre d'équipements qui sont des structures assez petites, on va dire, qui sont à l'échelle de cette petite ville. Et aussi, on réaménage tout le front de mer, la plage, la promenade, la partie paysagère, et notamment pour répondre aux contraintes liées à l'évolution climatique, aux problématiques de hausse des niveaux de la mer, etc. Et donc, de répondre aux aléas climatiques par un aménagement durable. Donc là, on travaille finalement… Pardon ? Ah, désolé. On travaille sur plusieurs maquettes et on utilise des logiciels qui sont adaptés aux aménagements urbains. Et on a été aussi primé sur ce projet. Donc, en termes de construction bois, on a aussi donc l'axe de développement sur lequel on travaille beaucoup, c'est la possibilité finalement de fabriquer les bâtiments en atelier, en hors site. Et on travaille actuellement sur le village olympique, où on réalise notamment une résidence étudiante. Donc le village olympique, en fait, il était conçu pour les Jeux de 2024, mais il a été pensé surtout pour pouvoir accueillir des résidents à terme. Donc il a été un petit peu réfléchi de manière inverse par rapport à ce qu'on a fait sur beaucoup de villages olympiques par le passé. Ici, on a conçu un quartier de vie pour le futur, et en fait, on l'adapte à sa fonction géo, puisque la fonction géo est très passagère, donc ce n'est pas l'essentiel de la vie des bâtiments. Donc on a vraiment réfléchi le village dans sa dimension future, et ensuite on l'a adapté en quelque sorte à sa situation pendant les quelques semaines des JO, avec des travaux donc d'adaptation plus ou moins importants en fonction du type de projet. Mais par exemple, sur la résidence étudiante que nous réalisons, les aménagements sont assez limités, puisqu'on passe d'une résidence athlète à une résidence étudiante. Sur ce projet, il y a des fortes attentes et des fortes demandes de la part de Solideo vis-à-vis des équipes de promoteurs et de maîtres d'œuvre sur la réalisation en BIM des quartiers, avec des objectifs très poussés en termes environnementaux, et la possibilité par le BIM finalement de mesurer à toutes les étapes des paramètres liés aux caractéristiques environnementales des projets, et notamment sur les empreintes carbone, ce qui fait qu'on a pu réaliser donc des maquettes complètes de notre quartier. Et grâce au paramétrage en fait, de nos maquettes BIM, on a pu suivre et évaluer à chaque étape l'empreinte carbone de chaque bâtiment et du coup l'empreinte carbone de l'ensemble de nos projets. Et on a vu que finalement, en fonction des choix de structurels,
on avait des empreintes carbone diversifiées en fonction des projets. Et le projet le plus optimisé est le projet que je vais vous montrer, la résidence étudiante, qui est, elle, réalisée en modulaire bois, et donc avec aussi un transport par voie fluviale, avec une réduction vraiment assez impressionnante du bilan carbone. Le numérique, c'est peut-être un peu moins la problématique, enfin le sujet de cette journée, mais permet également d'avoir une visibilité, une gestion de chantier complexe. On a pu utiliser finalement la même maquette BIM, simplement transformée dans un autre programme pour aussi étudier donc les installations de chantier et la gestion du chantier pour pouvoir l'optimiser. Parce que ça aussi, ça devient quand même un paramètre important dans des villes assez denses ou déjà construites. Comment insérer des nouvelles constructions de manière la moins gênante vis-à-vis des habitants et de la logistique. On a un petit film, je ne sais pas si ça va se passer. Toujours un petit peu là. Ça passe ou pas chez vous? Super. Donc le numérique nous permet aussi, en utilisant la maquette, de visualiser le quartier et les constructions. Donc c'est aussi un outil de communication assez intéressant pour pouvoir impliquer des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de la construction. Et donc d'engager aussi parfois des échanges avec les futurs habitants ou les résidents sur place. Parce que de plus en plus, on se rend compte que les projets doivent être co-construits. On ne peut pas simplement venir projeter une idée d'architecte ou une idée de promoteur. On réalise nos projets en partenariat avec les collectivités et puis en partenariat avec les habitants du site. Donc là, on montre en 3D aussi la manière dont on a conçu les intérieurs, et on a pu aussi, avec la maquette BIM, finalement, avoir deux maquettes en une, la maquette en phase JO et en phase future, en phase héritage, avec cette idée de pouvoir à chaque fois mesurer en fait la transformabilité des bâtiments à chaque étape. Donc la résidence universitaire étudiante, qui est appelée donc un peu vulgairement le PE2 sur les JO, c'est une résidence de 266 lits avec en phase athlète et 137 chambres en phase héritage, avec donc la particularité de réaliser cette résidence avec un socle en construction traditionnelle, la partie des espaces communs, et ensuite on vient empiler des volumes un petit peu comme des Lego, avec la particularité donc d'emmener ces modules par barge, ce qui a permis d'optimiser encore plus l'empreinte carbone, puisque le transport est plus économe en carbone par rapport au routier, et aussi vient moins encombrer, on va dire, le site, puisqu'on emmène ça par la Seine jusqu'à l'île Saint-Denis, avec une possibilité finalement de faire participer aussi des entreprises qui sont localisées peut-être pas à proximité immédiate du site, mais en réduisant quand même l'empreinte carbone, puisque ça devient un sujet de plus important, et la RE 2020 va venir affirmer en fait cet aspect crucial de la réduction de l'empreinte carbone. Donc là, vous voyez comment les modules viennent depuis la barge et sont montés ensuite un petit peu comme un jeu d'enfant sur les modules en eux-mêmes sont constitués donc d'une ossature bois avec ensuite des habillages, et on vient constituer une boîte. Ce qui est intéressant,
par exemple, sur le logement, c'est la répétitivité des éléments de modules. Et finalement, avec nos maquettes BIM, il suffit de travailler sur un module et les modifications, les adaptations sont automatiquement réalisées sur l'ensemble des 137 modules. Donc, par rapport à une manière un peu plus traditionnelle. Est-ce qu'il vous serait possible de mettre en plein écran? Peut-être que ça serait un peu plus visible encore. Ah oui, je ne sais pas, parce que j'ai essayé tout à l'heure. Je ne sais pas, non, ça ne change pas. Là. Un tout petit peu. Et c'est pas sur le zoom à gauche, là? Je ne sais pas, peut-être. Là, c'est un peu mieux Oui, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Bon, merci. Sinon, peut-être ça. Comme ça, c'est mieux. Quoi. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, je ne sais plus comment avancer quand c'est comme ça. Désolé. Ouais. Oui, voilà. Donc là, vous voyez le système modulaire et aussi la manière dont un détail qui est extrait de la maquette. David? David, tu m'entends bien? Oui, là, il a été déconnecté. Ah non, il y a un souci, ouais. Déconnecté. Ah, Oui, vous avez encore la main parce que là, vous avez été déconnecté. je pense que j'ai encore la main. Je ne sais pas. Oui. Vous voyez ma Ouais. présentation quoi? Non, on ne voit plus la présentation. Non. Est-ce que vous pouvez la remettre, effectivement, si ça ne vous dérange pas? Attendez. C'est toujours un peu navrant quand on parle de numérique d'être dans ces situations. Ah ben, en fait, on va voir un atelier sur les avantages et les inconvénients. Peut-être que ça va ressortir. Je pense que je vais rester comme ça parce que quand je mets plein d'écran, je crois que ça, c'est là où ça a coupé en fait. Donc je ne sais pas si ça peut aller pour finir. Donc le travail aussi sur la façade, effectivement, nous permet d'avoir une très forte précision en termes d'habillage et de revêtement. Puisque là, comme je vous disais, en charpente, en construction de bois, on travaille au millimètre. Une maîtrise aussi du calpinage de l'ensemble des éléments bois. On a un peu extrapolé donc ce travail que nous faisons sur le projet du PE2 et aussi sur beaucoup de bâtiments de logement réalisés en Suède, avec la mise en place d'un système, on va dire, qui nous permet de répondre à différentes typologies de projets avec une structure souple, mais modulaire. On a un peu développé un sorte de kit qui nous sert pour différents projets et ça peut peut-être ouvrir par rapport à votre débat sur la massification. Parce que ce qui nous semble intéressant, ce n'est pas tellement de développer des systèmes figés comme ce qui a été fait un peu dans les années 60-70 quand on faisait de la préfabrication lourde, mais plutôt d'utiliser la souplesse du matériau bois pour pouvoir faire des projets qui puissent s'adapter à des sites très différents, des contextes très variables, mais quand même avec un kit ou un toolbox ou une boîte à outils un petit peu standardisé, ou en tout cas dans la manière dont on réalise les projets, mais finalement de pouvoir proposer une grande variation dans l'architecture et de l'architecture de qualité, mais dans un système très souple et agile de conception où le BIM est un peu fédérateur entre l'architecte, le promoteur, l'industriel, les entreprises de construction et les acquéreurs. Donc le BIM, le numérique,
permet finalement, avec différents filtres, d'avoir un outil commun à toute une série d'acteurs qui doivent collaborer de manière efficace et intelligente autour d'un projet de construction ou d'aménagement. Voilà, je sais que vous avez un chrono, donc juste terminer. Donc l'axe de développement, comme je vous disais un petit peu au début, c'est certes cette idée de standardisation, d'optimisation de la production pour pouvoir offrir du logement de qualité et à des prix maîtrisés, mais c'est aussi utiliser le bois pour pouvoir faire des structures spectaculaires, mais avec des empreintes carbone vraiment réduites par rapport à d'autres matériaux. Et donc, je finis sur cette gare qui est un petit peu une gare forêt et qui nous semble assez, comment dire, ouvrir des perspectives assez intéressantes sur le futur de la ville avec la construction bois et réalisé avec les outils numériques. Merci. Merci Eric. Je vais essayer d'arrêter de partager ou c'est bon, vous êtes posé la main? Je prends la main. Merci Eric. Et donc on va passer à la suite des présentations, cette fois-ci avec des retours d'expérience sur les nouvelles technologies, notamment dans le numérique et dans les projets de massification et de préfabrication. Alors, ce sera d'abord encore une intervention en visio et après, promis, ça sera en direct pour ceux qui sont en interne. Pauline, qui c'est qui doit prendre la main? Monsieur Courtois, vous pouvez prendre la main si vous le souhaitez. David, est-ce que tu l'as bien autorisé à prendre la main? Il me semble. Je vais revérifier. Ah, voilà. Je vais refaire ça. Pas sûr que je l'ai fait. Mais non, c'est bon. Nicolas Courtois de CIFAS. Et l'écran? Parfait, tout est bon. Alors ça déborde un peu sur les côtés, mais ça ira. Au moins, c'est pas top. Ouais, chez nous, on l'a en 4 tiers. Est-ce que vous l'avez bien? Et la première slide avec notre logo et les logos de la journée. C'est un peu découpé à droite. Ouais, moi, sur mon écran aussi, je ne sais pas pourquoi. On y va comme ça quand même? Comme ça, et au pire, on enverra les présentations. Oui. Donc bonjour à tous. J'ai été invité à présenter pendant quelques minutes les activités de l'entreprise CIFAS et notamment essayer de mettre en perspective sur quelques projets où on a un sujet de massification et de taille de chantier qui permet d'avoir une vraie pertinence sur l'industrialisation en usine, fabrication en usine des panneaux pour pouvoir travailler sur la répétitivité, sur les cadences et sur d'autres avantages de la construction hors site. Donc CIFAS, pour le présenter rapidement, on est une entreprise du groupe Millet. Le groupe Millet, c'est 1200 personnes, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une majeure partie de l'activité sur la menuiserie extérieure, châssis, portes, baies coulissantes, et depuis une douzaine d'années, par le biais de l'entreprise Cibois, la conception et la fabrication de façades ossature bois préfabriquées, avec depuis maintenant un peu plus de 2 ans
l'activité CIFAS qui propose aux clients la fourniture et pose de macro-lots façade ossature bois sur des bâtiments divers et variés. Ce qui est important, c'est aussi de noter que sur le chantier, le fait de recourir pour un maître d'ouvrage à la construction hors site, c'est un mode constructif qui revisite en profondeur l'organisation des chantiers, notamment sur la phase jusqu'à l'obtention du hors d'order, parce que l'enchaînement des lots est relativement et significativement différent d'un chantier dit traditionnel. Pour donner un ordre d'idée, les panneaux qu'on réalise intègrent une approche industrielle, donc des choix techniques et de matériaux assez tôt dans le projet par le client et l'architecte, de façon à ce que pendant la réalisation des travaux de terrassement et de gros œuvres, l'usine puisse produire les panneaux en parallèle. On a un exemple d'un bâtiment relativement modeste de 600 mètres carrés qu'on a fait dans la région nantaise, où en fait, à partir du moment où on a réceptionné la dalle béton, eh bien 20 jours après, le bâtiment était hors d'air et le plaquiste a pu démarrer les cloisons intérieures. Donc on a aussi un avantage notable sur le planning. On pourra y revenir tout à l'heure lors de la séance de questions-réponses. Pour pouvoir justement arriver à des délais d'obtention de hors d'air très, très performants, eh bien en fait, une des solutions, c'est d'intégrer le plus possible de prestations en usine. La moyenne pour les chantiers de CIFAS, c'est d'intégrer aux alentours de 85% des prestations. Donc là, on a une photo début de ligne d'assemblage et photo fin de ligne d'assemblage d'un panneau type. La première chose qu'on fait, c'est qu'on pose la fenêtre sur le banc de travail, on fait tout l'assemblage et 120 mètres plus loin, le panneau est terminé, il a sa propre ossature, l'isolation thermique en matériaux biosourcés, les fenêtres sont intégrées, les encadrements extérieurs, les volets roulants ou les brise-soleil et tout le bardage ainsi que les éléments d'étanchéité. Tout ça est réalisé, le thème tout à l'heure c'était le numérique, tout ça évidemment est réalisé en 3D avec des logiciels dédiés pour la commande numérique de nos machines, mais qui peuvent éventuellement produire évidemment des fichiers IFC, mais également pouvoir reproduire des fichiers Revit pour que les BIM managers puissent intégrer ça à l'avancement de leur design du bâtiment. Et le découpage nous permet d'avoir un degré de précision de l'ordre de 3 mm sur nos panneaux, ce qui permet d'avoir un certain nombre de vectures de façade assez précises, notamment des panneaux de trespas ou des parements qui permettent d'avoir des joints creux. On arrive à gérer ce degré de tolérance dès l'usine. Une des particularités également, c'est qu'on utilise essentiellement des matériaux biosourcés, que ce soit le bois où on a un agrément PEFC, également l'isolation thermique par le biais de la fibre de bois et de la ouate de cellulose. Les fenêtres sont évidemment intégrées dans l'usine et proviennent d'un des sites de fabrication du groupe Millet en fonction du matériau qui a été décidé par l'équipe projet pour le bâtiment. PVC, alu, bois ou acier ou combiné, mixte, tout est envisageable. Une fois que les panneaux sont réalisés, ils passent systématiquement au contrôle qualité pour la vérification des caractéristiques dimensionnelles et le test de toutes les motorisations de volets roulants et ou store brise-soleil, ce qui permet d'avoir une garantie de fonctionnement une fois sur le chantier. Et une fois que ces tests-là sont faits, le panneau est prêt à être envoyé sur le chantier. Donc, il est mis dans des racks et les racks sur les camions jusqu'à chantier. Le mode de pose le plus fréquemment utilisé pour CIFAS, c'est la pose en ossature de type mur-manteau. Donc, on vient devant la façade, devant la structure, qu'elle soit en béton, en bois ou en acier, peu importe. On vient assembler les panneaux les uns aux autres à l'avancement des travaux dès que le gros œuvre, dès que le lot structure nous a laissé la place et la grue.
On a une autre activité qui peut être intéressante, c'est la rénovation thermique des bâtiments en site occupé. On voit ici une réalisation qui a été faite il y a quelque temps dans les Landes, une rénovation en site occupé de 115 logements. Une des choses qui est très intéressante avec la préfabrication hors site, c'est que l'intégration des fenêtres dès l'usine fait qu'on n'a plus besoin d'accéder dans les logements pour faire les travaux de façade. Et à aucun moment, le logement du locataire est exposé au vent et à la pluie pendant le remplacement des menuiseries, ce qui est souvent la phase la plus risquée et la plus redoutée des locataires. Donc là, en fait, quand le locataire revient le soir chez lui, eh bien, il a une fenêtre devant sa fenêtre, et il a une façade devant sa façade. Et finalement, c'est lui qui est plutôt ouvert à voir nos équipes arriver pour déposer l'ancienne fenêtre et poser les poignées pour qu'il puisse avoir les fonctionnalités de sa nouvelle façade au complet. On intervient également sur du logement collectif neuf. Ici, un exemple d'un projet qu'on pose dans 1 mois et demi à Toulouse, une résidence, un foyer de jeunes travailleurs de 123 chambres, où en fait, sur la base d'un projet qui a été conçu en béton en totalité, finalement, les façades avec de larges ouvertures et des grandes modénatures en acier ont trouvé leur intérêt d'être fabriquées et assemblées en usine pour gagner du temps et assurer un degré de finition plus sûr, plus qualitatif. On parlait tout à l'heure de massification. Lorsqu'on commence à avoir des lotissements supérieurs à 20 ou 30 maisons avec des délais relativement réduits, eh bien, on a capacité à fabriquer les maisons et à venir faire des assemblages au sol pour pouvoir poser rapidement les différents modules, pour pouvoir laisser la place aux couvreurs dans des temps très réduit afin que les corps d'état secondaires puissent intervenir immédiatement à suivre. L'ordre des diapos a été inversé. Là également, un autre exemple de bureau qu'on a réalisé à Bordeaux, où les gens sont restés totalement en activité à l'intérieur du bâtiment, puisqu'on est venu effectivement avec des façades devant la façade existante. Donc, on a uniquement fait une intervention un samedi dans le bâtiment pour déposer les anciennes fenêtres et reposer les poignées des nouvelles fenêtres. Un autre exemple de bureau en site occupé qu'on a réalisé l'année dernière à Lyon, où on avait 10 bâtiments avec des locataires à l'intérieur. Donc, l'ensemble des travaux s'est fait sans porter atteinte au confort d'usage des occupants. Il est à noter également que dans ce cadre de rénovation thermique, la réalisation des panneaux en usine permet de limiter très, très sensiblement le nombre de percements dans la façade pour pouvoir accrocher la nouvelle façade, ce qui fait que la transmission des bruits solidiens, qui est un paramètre très important d'inconfort, est réduit de façon très importante. Voilà quelques photos pendant la phase de pose. Sur la photo de droite, on voit un panneau de 11,70 m par 3,50 m qui est en cours de pose et qui vient se mettre juste en face des fenêtres déjà existantes. Et voilà une photo une fois terminée. On réalise également sur les bâtiments scolaires la contrainte de travail en site occupé et ou de travail pendant les périodes scolaires permettent de réaliser toute la partie de fabrication des panneaux pendant que les élèves sont en cours et de concentrer les phases de pause essentiellement lorsque les congés scolaires sont là, ce qui limite l'impact des travaux sur l'usage des occupants et du personnel d'enseignement. Ça, c'est un projet qu'on a actuellement à Beauvais. Et puis, en parlant de massification, et là, une réalisation qu'on va démarrer dans 2 mois en région parisienne, où le maître d'ouvrage Woodéum a développé un projet de bâtiment tertiaire de grande ampleur, puisque ça développe 126 000 m² de bureaux. Et là-dessus, CIFAS réalisera les façades Ossature-Bois. Et donc, ça permet effectivement d'avoir des obtentions de hors d'air très nettement optimisées par rapport aux premières estimations et d'assurer une
une succession des interventions avec la même grue de chantier entre le gros œuvre béton, le gros œuvre bois et le lot façade ossature-bois. Voilà pour ce qui est de la présentation. Si vous avez des questions liées à la massification ou si vous avez des questions liées à l'utilisation du numérique par rapport aux différents exemples que je viens de vous présenter, n'hésitez pas. J'ai souhaité faire une présentation qui soit orientée vers des chantiers réels et des applications effectives de façon à ce qu'on puisse éventuellement vous apporter quelques informations sur entre guillemets, des vrais projets qui sont en train d'être réalisés. Il y a des questions dans la pièce? Aucune. En visio, David? Alors, pour l'instant, il n'y a aucune question. Moi, j'en ai un milliard pour le coup, mais… Ah, attends, si, il y a peut-être Rémi Tessèdre de SEMA. Est-ce que vous voulez poser la question directement, monsieur Tessèdre, ou je la fais pour vous? Je pense que le plus facile, David, c'est que tu le fasses. Ok. Donc, la question, c'est pour les habillages de façade, ils font du relevé de chantier par scanner 3D, nuage de points. C'était un peu ma question, c'est quelle est l'articulation entre le numérique et votre fabrication, en fait. On en avait un petit peu parlé en présentation. C'est vrai que cette articulation, elle est très intéressante. Ça fait partie du process. Pour les chantiers neufs, j'allais dire rien de nouveau sous le soleil, tout ce qui a été dit précédemment et ce qui est utilisé régulièrement sur le BIM, sur la maquette numérique, sur la coordination avec les autres lots, il n'y a rien de particulièrement neuf. Pour ce qui est des opérations de rénovation, effectivement, c'est assez intéressant. On procède par évidemment un scan 3D. Alors, en fonction de la géométrie du bâtiment, soit c'est par drone, soit c'est par équipement posé sur pied. Ça nous permet d'avoir un nuage de points et en fonction du nuage de points et des informations qu'on souhaite avoir, on a une phase qui est assez besogneuse de numérisation de plans à partir de ces nuages de points en fonction du degré de précision qu'on souhaite avoir. Notamment, si je peux revenir en arrière. Alors, non, j'y arrive plus. Alors, ici. Ouais, en fait, vous voyez la diapo là, hein? Très bien. Là, on voit sur voilà. Sur la photo en bas à gauche, on voit en milieu de la façade une sortie d'eau pluviale. Je ne sais pas si vous voyez un tuyau qui sort là. Entre la 3e et la 4e fenêtre, ici. Oui. Et en fait, le bâtiment qui date des années 70-80, fin des années 70, début des années 80, n'avait pas de réseau séparatif. Hein. Donc, les eaux usées et les eaux pluviales étaient mélangées. Qui, dans le cadre de la rénovation qui a été faite l'année dernière, a permis de mettre à jour ce problème de mélange des eaux. Et donc, il y a des sorties d'eau pluviale qui ont été imaginées sortir en façade. Et finalement, l'étancheur, on lui a proposé la chose suivante pour être bien sûr que tous les percements de la façade existante et la réservation de notre façade soient coaxiaux. On lui a demandé de percer l'axe théorique de la sortie d'eau pluviale et d'y mettre une tige d'acier de diamètre 6. Et une fois que ça a été fait, on a fait le scan 3D de l'ensemble du bâtiment et ça nous a permis d'implanter le centre théorique de la descente d'eau pluviale. Et en fait, on voit ici sur la photo en haut à droite, vous voyez qu'en usine, on a positionné la réservation pour cette descente d'eau pluviale. Et en fait, systématiquement, sur les 10 bâtiments, les 20 sorties d'eau pluviale, elles étaient parfaitement positionnées, quoi. Donc, ce nuage de points, il sert évidemment à l'usine pour pouvoir modéliser les panneaux, puisqu'en fait, lorsqu'on voit un bâtiment rectangulaire, il ne l'est pas forcément. Il y a la main de l'homme, il y a les imprécisions de pose de la réalisation initiale. Et puis, on a également des fois des contraintes d'obstacles qui ne peuvent pas être enlevées sur les façades, qu'il faut absorber ou intégrer dans nos panneaux autant que faire se peut. Donc,
tous ces éléments-là doivent être validés au départ avec les entreprises et le maître d'œuvre, de façon à ce que le scan 3D qui prend des infos puisse bien mettre l'accent à certains endroits, là où il y a des sujets sensibles pour la mise en place des façades. Merci Nicolas. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce nuage de points? Moi, j'aurais peut-être une question en fait sur les dernières innovations. En fait, ces dernières années, est-ce que vous avez constaté des innovations, comment dire, au niveau industriel ou au niveau numérique qui ont fait que vous commenciez à travailler un peu différemment, ou des retours d'expérience en fait que vous avez sur vos différents chantiers qui vous fait travailler différemment maintenant? On a des optimisations qu'on a maintenant depuis quelques années, mais qui ne sont pas encore tout à fait généralisées dans le métier. C'est notamment la qualité qu'on apporte aux finitions et au traitement des points singuliers. On voit par exemple sur cette photo-là que les encadrements de fenêtres, sur la plupart des chantiers, sont faits avec des tôles pliées. Et aujourd'hui, nous, on a pris le parti de les faire avec des précadres aluminium rigides, de façon à assurer comment dire, un degré de précision et une qualité de finition qui soit plutôt au-dessus de la moyenne. Et surtout, en fait, on se rend compte, je disais tout à l'heure en démarrage de la présentation, qu'on fait 85% des travaux qui sont habituellement faits sur le chantier, on les réalise en usine. Ce qui fait que la phase d'intervention sur chantier ne représente plus que 15% en moyenne. Et donc, en fait, il faut qu'on soit absolument certain on intervient bien du premier coup et on s'en va. Si on doit revenir et faire comme sur un chantier traditionnel, une première campagne de finition, deuxième, levée de réserve et levée de réserve et éventuellement des interventions GPA, forcément, l'impact de ces interventions-là est d'autant plus fort que la phase de chantier est réduite. Donc finalement, on a préféré mettre l'accent sur la qualité des finitions de façon à être quasiment certain de pouvoir faire bien du premier coup. Alors après, on est tous humains et il y a des fois des choses qui sont nécessaires d'être reprises, mais on porte l'accent notamment sur ce point-là de bien faire du départ et de mettre un accent sur la qualité pour que le client et le maître d'œuvre soient satisfaits du rendu. Merci Nicolas pour toi. On va passer à la suite. Prochaine présentation. Donc, je vais prendre le contrôle et je vais mettre la présentation 2. Bonjour à tous, déjà merci de nous accueillir et de nous laisser l'opportunité de présenter la démarche Énergisprong. Alors, il y aura des choses qui seront redites parce qu'on est pas mal aligné avec les interlocuteurs qui ont déjà parlé, parce que c'est quand même assez confortable comme type de présentation. Donc, juste pour préciser, donc moi je travaille pour la société Greenflex qui porte la démarche Énergisprong en France. Dans le cadre de nos activités conseil. Donc, on va détailler un petit peu le pourquoi de l'Énergisprong, qu'est-ce que ça vise, et notamment ce sujet de massification de la rénovation. Donc, on a axé sur la rénovation, notamment du logement social, on verra juste après. Mais voilà, pour le coup, on est financé par l'État pour pouvoir déployer cette démarche sur le territoire français, dans ce rôle de facilitateur d'intérêt général, accompagner à la fois une offre et une demande pour qu'un marché de rénovation massifié et haute performance puisse émerger. On fait juste un petit dézoom sur un peu le secteur du bâtiment. À l'heure actuelle, on voit qu'avec les rythmes de rénovation et de construction neuve qu'on a actuellement, on a un gros travail à faire sur la réno, parce que c'est un parc qui est existant, qui est vieillissant. Donc, on a un sujet de rénover la ville de demain, en 2050, dans une stratégie nationale ou régionale qu'on fixe. La réalité 2050, c'est 75% de ce qui est actuellement. Donc, il y a beaucoup de rénovations à amener, à traiter. Il y a un sujet de précarité énergétique, notamment quand on parle de logement social, on est sur des populations qui sont soumises à cette fluctuation du coût de l'énergie. On
contexte actuel avec la hausse du coût du gaz nous montre que c'est un sujet très sensible. Et donc, c'est de trouver comment protéger durablement des locataires, des occupants de ces hausses de coûts d'énergie. Et donc d'arriver à massifier ces rénovations énergétiques pour éradiquer à la fois tout ce qui est passoire, mais aussi atteindre ces rythmes de rénovation qu'on s'est fixés pour atteindre un parc UBC en 2050. Un autre point qu'on essaye de montrer, c'est aussi avoir un déroulé sur la productivité de la filière du bâtiment. Donc il y a des études, notamment Fairfield, qui fait un peu ce comparaison des différents segments de marché en France, et de constater que le secteur de la construction avait tendance à se performer sur les dernières années par rapport à d'autres secteurs de marché, comme notamment tout ce qui est industrie. Et nous, l'analyse qu'on en fait, c'est de se dire qu'il y a un sujet, dans l'interaction qu'on a aujourd'hui en ce moment, c'est d'avoir un secteur de marché qui n'a pas réussi sa transition numérique comparé à certains de l'industrie. Et donc, c'est un peu le sujet de trouver d'autres manières de faire pour que le secteur de la construction, qui a des enjeux forts, on l'a vu, de rénovation, de construction, puisse se réinventer, reprendre une part croissante sur sa performance et continuer d'attirer. On a un secteur constructif à l'heure actuelle qui a de la peine à recruter, à se diversifier, à se féminiser. C'est un vrai sujet du secteur de la construction actuellement. Et c'est de trouver des manières d'effectuer cette transition. Donc ça passe par le numérique, à notre sens. Par le lean et notamment par le hors-site. On est en plein dedans, on a les interlocuteurs qui sont passés juste à un moment, notamment Nicolas Courtois en a parlé. Le hors-site est une part prépondérante et répond à des enjeux de massification et de numérisation qui, pour nous apparaissent cruciales pour arriver à faire en sorte qu'on ait une performance et une augmentation de cette productivité du secteur de la construction dans les années à venir. Pourquoi industrialiser? Pourquoi innover aussi? On a vu ces derniers temps un vrai sujet qui était les chaudières à 1 euro. Donc, nous, dans le cadre d'Énergie Strong, on part du principe que c'est un premier pas, mais ce n'est pas nécessaire et ça ne protège pas durablement n'importe qui des hausses de coûts d'énergie parce que si on ne fait pas de manière globale une rénovation, ok, on va changer la partie électeur, par contre, sur cette partie isolation, on n'arrive pas à traiter le sujet. Et donc, c'est un peu le cas qu'on a actuellement, se dire on constate soit avoir ces effets de chaudière à 1 euro et malheureusement, il y a aussi des sujets un petit peu compliqués à gérer sur les sites de générer à cause de ça, et beaucoup de contrôle de fraude associés à ces sujets. Et le deuxième, c'est aussi le fait de faire des rénovations lourdes, donc une très mauvaise image auprès de l'ensemble de la filière d'un point de vue occupant, c'est-à-dire on va faire une rénovation lourde parce que c'est des ennuis, c'est des travaux, c'est long, c'est de la poussière. Et donc, on a vraiment ce sujet actuellement devoir choisir entre faire beaucoup de rénovations diversifiées, mais avec une ambition légère, comme par exemple les chaudières à eau, ou faire peu de rénovations mais ambitieuses, donc vraiment traiter l'ensemble du patrimoine, mais le coût associé est tellement important qu'on n'est pas capable de répliquer et massifier. L'énergie Strong, c'est un milieu, c'est de trouver les conditions pour faire en sorte qu'on ait peu à choisir entre les deux et qu'on puisse arriver à massifier, mais toujours en ayant une ambition sur l'enveloppe globale du patrimoine concerné. Je vais aller assez vite sur le cahier des charges parce que c'est important de le savoir, mais on parle quand même aussi de voie de numérisation. Donc pour ça, il y a un cahier des charges qui a été émis pour Énergie Strong qui sont sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est le niveau énergie zéro. Pourquoi le zéro? Parce qu'on est parti du principe que c'est plus facile à comprendre zéro que de parler de kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an. Parce que ça parle à certains professionnels du bâtiment, mais pas tout le monde, alors que le niveau énergie zéro, c'est plus simple. Garantie sur 30 ans, c'est surtout pour aussi résoudre certains sujets du bâtiment, se dire, on en parlait dans le cadre de GPA, de venir X fois pour traiter des sujets de performance, de pénétration ou de finition, et se dire, on va avoir une garantie de la performance énergétique sur 30 ans qui permet de protéger durablement, puisqu'on est sur cette performance garantie sur l'ensemble des usages, pas que sur les usages, on va dire, thermiques réglementaires, c'est sur l'ensemble de la facture. Et donc, on est assuré d'avoir une performance, une qualité de finition sur l'ensemble de l'ouvrage, sur la durée. L'équilibre économique sans subvention en terme, vous allez très vite, mais c'est se dire que s'il y a nécessairement obligatoire une intervention en subvention sur une filière, c'est une filière qui n'arrive pas à se stabiliser. Il est nécessaire qu'une filière elle puisse avoir une offre et une demande qui se rencontrent sans forcément avoir de subvention. Le troisième pilier, donc là, la rénovation organisée en site occupé, quand on parle de rénovation de logement social, on ne peut pas se permettre de faire sortir les gens de chez eux.
C'est inconcevable si on arrive à avoir des rénovations qui plaisent et qui seront acceptées par tout le monde. Et donc, le site occupé en temps court, c'est Lens, tout simplement, puisqu'on vient déporter, comme ça a été dit, 80 à 85% des travaux en industrie ou en hors-site, pour derrière avoir un temps d'intervention chantier le plus faible possible. Ce qui fait que, justement, ces locataires sont beaucoup plus à même de comprendre et d'avoir la visibilité sur le chantier associé et d'avoir un minimum de nuisance. Parce que, voilà, comme on l'a déjà dit, les chantiers en rénovation, c'est de la poussière, c'est des gens qui viennent chez moi, qui dérangent. Clairement, ce n'est pas facile pour arriver à faire accepter ces opérations. Et dernier point, le confort et qualité de vie des occupants. On a parlé de pas mal de choses, mais une rénovation, ça veut quand même, derrière avec une garantie de performance sur 30 ans, il y a quand même quelqu'un qui va l'utiliser pendant 30 ans, c'est le locataire ou l'occupant. Donc la place de cet occupant doit être primordiale dans le cœur de cette rénovation, puisque si on n'a pas ça, derrière il n'y a pas de projet, on a des performances qui ne sont pas atteintes, si on n'a pas une sensibilisation sur la manière d'utiliser un logement avec ses performances associées. Voilà. Donc ça, c'est les 4 grands piliers. Je pourrais répondre aux questions après s'il y a besoin. Donc là, petit retour d'expérience, notamment sur quelques projets, sur la manière dont on voit les opérations à l'actuel. Et on en a parlé dans une opération de rénovation de seconde ou de rénovation hors site. Le relevé d'existence est une part très prépondérante du projet. Donc, il y a déjà des choses qui ont été mentionnées, donc ça va aller assez vite, c'est de se trouver en fait, ce nuage de points, cette récolte de données suffisamment importante pour adapter un produit déjà un produit industriel à des particularités, des singularités du bâtiment. Donc là, ça peut concerner donc la façade, la toiture, des réseaux, des fluviales, pour avoir en fait un niveau de précision suffisamment important pour adapter le produit déjà fini à l'industriel. Donc ça, c'est la première étape. On en a parlé, il y a plusieurs choses. Donc soit on part sur des choses manuelles, ça prend plus de temps, mais c'est possible, ou on commence à rentrer dans une dérive de numérisation. C'est là où toute la manière de massifier prend sa dimension, puisqu'on a plusieurs outils en fonction de la typologie du logement, de sa taille, peuvent être utilisés, donc la station topographique, des scanners 3D ou même des photogrammétrie drone. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution, ça dépend de l'industriel et de la manière dont il souhaite adapter sa solution. Mais en tout cas, voilà, il y a différentes choses pour pouvoir justement avoir un nuage de points suffisamment qualitatif qui permettent derrière de dérouler sur l'adaptation de la solution qui est déjà prépensée. Bon, là, il n'y a pas de révolution, on parle de maquettes qui vont être derrière utilisées pour produire. Donc, on a du Revit, on a certaines interfaces d'Excel qui permettent d'avoir un bâtiment existant qu'on va venir numériser et pouvoir travailler dessus sans avoir un relevé manuel à chaque fois. Donc, une fois qu'on a une maquette numérique qui a déjà été suffisamment bien pensée, que ce soit extérieur ou même intérieur, on n'est pas obligé d'aller, si l'industriel associé constitue la façade, il n'y a pas besoin de savoir le scan 3D de l'intérieur, si vraiment son champ d'intervention est celui-là. Mais dans le BIM, on voit que de plus en plus, on prend une maquette numérique dans sa globalité pour derrière la faire vivre. C'est aussi l'intérêt d'avoir une maquette la plus possible pour qu'on puisse faire vivre cette maquette sur tout. Donc, pour nous, le BIM est une part, une clé essentielle de ce type de rénovation, parce qu'elle permet de conjuguer l'ensemble des compétences d'un marché. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement ce relevé et cette partie conception-réalisation, mais comme on l'a dit, il y a une garantie de performance sur 30 ans, ce qui permet d'avoir aussi cette maquette sur la durée, sur les équipements qui sont déjà présents. Et donc, le BIM répond à une grande partie de ces enjeux. Alors là, concrètement, on est sur le premier démonstrateur d'EnergyStrong. On voit la maquette numérique qui a été faite du bâtiment existant. Donc vraiment, on est venu scanner l'ensemble des singularités, l'ensemble des décrochés pour qu'on puisse avoir l'ensemble des contraintes associées au projet. Donc là, on était sur des logements, mais sur des volumes plus gros, on va avoir la même logique de venir prendre l'ensemble des nuages de points pour derrière venir avoir une production associée. Donc voilà, la maquette numérique derrière, elle a permis de façonner ce que seraient les panneaux préfabriqués, la partie structure. Donc là, on est sur la partie panneau, on verra sur la partie toiture juste après. Mais voilà un peu la manière dont on a été dimensionné, conçu,
dessiner les différents modules de panneaux préfabriqués pour venir habiller le bâtiment existant. Donc, dans la modélisation des façades, il y a un vrai sujet, c'est un peu de changer d'échelle par rapport à des travaux, ou en tout cas des rénovations actuelles. C'est vraiment avoir cette vision qui est FME qu'on appelle dans le secteur industriel, pour vraiment avoir un dessin d'assembler des différents composants entre eux hors site. Donc ça change un peu la donne dans les opérations de rénovation, puisqu'on a plutôt l'habitude de faire sur site. On est vraiment sur des opérations de contrôle. L'idée ici, c'est d'être sur des standards. Donc forcément, la notion de standard, elle fait un peu de temps en temps, mais il faut plutôt la voir comme un standard qui vient viser une baisse des coûts, une optimisation du temps d'intervention sur leur site, pour derrière venir adapter ce qui doit être adapté. Mais l'idée d'avoir un standard permet de pouvoir massifier, parce que c'est vraiment le sujet de l'énergie, c'est de massifier, et donc d'avoir des standards de production, de numérisation aussi, hein, c'est un peu le sujet, pour qu'on puisse avoir derrière quelque chose qui déroule et qui soit beaucoup plus simple au fil des projets. Et donc pareil pour les toitures, hein, on a eu ce sujet de numérisation pour venir apposer une toiture sur une toiture existante. Donc là, on voit la partie procédé et l'intégration après. Non, pas tout de suite, il n'y a pas de photovoltaïque sur la toiture qui va être posée. On est sur le même niveau d'interaction, de numérisation et d'intégration des composants. Hein. C'est vraiment ce sujet d'intégrer un maximum de composants en site pour que le temps d'intervention sur place soit le plus minime possible. Donc, je vais aller assez vite sur ça, mais l'idée, c'est de montrer un peu aussi ce que ça change. On est sur un chantier hors site. Forcément, des interactions des différents corps d'État qui sont toujours sur les différents, tout sur la partie structure, la partie immobilier énergie, comme vous pouvez l'avoir, ou la partie toiture. On a toujours des interactions entre différentes personnes. Par contre, c'est d'avoir un environnement beaucoup plus contrôlé et beaucoup plus simple à cadencer. Donc, il y a vraiment une logique d'organisation. Vraiment, cette organisation, ce n'est pas révolutionner la manière de faire un bureau sur poste, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de mieux organiser et cadencer les interactions entre les différents acteurs. Et donc, ça permet d'avoir différentes manières d'approcher le sujet, mais les sujets sont vraiment à se dire qu'on a un fil conducteur de la préfabrication avec un suivi de stock, un outil connecté à ces stocks-là qui permet de dire le nombre de façades, le nombre de modules que je vais produire, et derrière avoir un temps d'intervention qui soit le plus qualifié et le plus précis possible, puisque une fois que les façades sont fabriquées, ou les toitures sont en faites, il n'y a plus qu'à les transporter jusqu'au lieu de poste. Et donc on a ce sujet de BIM qui est un petit peu au centre de cette fabrication, mais qui est un outil qui peut être utilisé à différents niveaux, puisque le BIM peut avoir différents niveaux d'interaction en fonction de la maturité et de l'numérisation de l'entreprise associée. Bon, là, voilà, c'est avoir aussi ces outils un peu industriels de contrôle de qualité. On en a parlé, la qualité est un sujet important, et donc avoir cette visibilité, cette interaction en usine permet aussi de mieux contrôler ces sujets de qualité. On est moins soumis aux intempéries. Forcément, quand on vient de poser un isolant et qu'il pleut, c'est un peu compliqué. Donc là, on peut avoir cette visibilité, ces contrôles-là de la qualité des murs préfabriqués qui sont beaucoup plus optimisés et qui permettent justement de garantir cette performance sur la durée. Et donc, une fois que l'ensemble de ces conditions sont réunies, en fait, on a une vision beaucoup plus produit, beaucoup plus solution qui est plutôt que projet. Hein. C'est vraiment cette logique produit qu'on essaie d'avoir dans Energy Strong. Et donc, une fois que l'ensemble des différentes étapes pour arriver au produit sont formalisées, la cadence et la mise en fabrication, c'est plus qu'une formalité puisque on vise à massifier, c'est un peu le sujet d'un industriel n'importe lequel, de se dire que forcément, il y a un temps de R&D, un temps de penser la solution qui prend effectivement à la fois du temps et de l'argent, mais une fois que cette étape a été menée, la logique de passer à l'échelle, de mise en cadence, doit être rapide, efficace, pour arriver à absorber les coûts associés à ces temps de R&D. Sur site, on en a parlé, l'idée c'est que ce soit simple,
efficace pour justement un temps d'intervention le plus optimisé possible. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie support, on va venir sur accrocher une façade existante, donc un temps de préparation de chantier qui est présent comme dans tous les chantiers. Par contre, on va avoir d'autres sujets qui ne sont pas là. La pose de l'échafaudage dans une rénovation énergétique pour sitôt préfabriqué, elle n'a plus de délai puisqu'on va venir poser une façade préfabriquée sur site. Donc si on vient mettre un échafaudage dessus, ça vient un petit peu embêter la dose. Ça a l'air d'être des choses assez de bon sens, mais la manière de suivre un planning entre les différents corps d'État, c'est important, notamment lorsqu'on a ce sujet de murs, de façades qui vont s'enchaîner au fil de l'eau. Le stockage de ces murs préfabriqués, c'est une contrainte. Il ne faut pas donner la façade de 10 plus la façade de 22, sinon forcément on va avoir un problème d'enchaînement et de cadence sur le projet, avec un mur qui va peut-être finir, mais qui va désorganiser l'ensemble du suivi du chantier. Mais voilà, souvent ce qu'on constate dans les chantiers énergétiques ou même en site, ce phénomène de post-it pour arriver à avoir des interactions chantier, que ce soit en France ou aux Pays-Bas, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, Énergespont, ça vient des Pays-Bas initialement, viennent avoir un peu ce suivi du chantier au fil de l'eau, semaine par semaine, avec des post-it, avec des supports visuels, pour mieux comprendre un peu les différentes interactions et les soucis ou les bonnes pratiques pour arriver à cadencer le projet. Chose intéressante, les chantiers Énergespont, les rénovations qui ont été faites ont été systématiquement faites avec des façades d'ossature bois. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est propice à la fabrication, qui a historiquement été utilisé dans ces murs à ossature bois. Donc on est sur des chantiers qui, pour l'instant, à date, ont été 100% utilisés en bois, ce qui fait qu'ils ont un bilan carbone qui est beaucoup plus faible que certaines opérations de réhabilitation de bois avec une isolance sous enduit. L'idée aussi, c'est de se dire qu'un industriel, lorsqu'il va innover, investir dans une solution de rénovation massifiée, va aussi avoir une logique de dire ma solution va pouvoir répondre aux enjeux qui arrivent. On parle de RE 2020, donc comment aussi investir dans une solution durable qui puisse être adaptée à la fois sur effectivement, la rénovation, la construction neuve, vraiment arriver à se dire je veux pouvoir investir dans une solution qui puisse être un vecteur de croissance pour mon entreprise. Donc souvent, les solutions bois et les solutions biosourcées sont utilisées pour des rénovations énergétiques. Bon, quelques images en travaux. Donc là, on le voit sur une façade préfabriquée qui vient d'être apposée. Alors, les menuiseries ont déjà été enlevées à l'état initial. Donc ça, c'est une opération qui a été faite au Pétard. Et donc ça, c'est les chantiers en France. Donc les deux premiers projets démonstrateurs qui ont été faits qui sont dans le nord de la France, où vraiment on a cette visibilité sur la façade préfabriquée. Et sur la partie toiture, on a cette intégration de la partie photovoltaïque. Alors on voit sur la photo, on est sur des petits collectifs, on crée la maison en borne. Et il faut savoir qu'il y a quand même eu un projet assez conséquent du côté de Lyon, à Vaux-en-Velin. On est sur R+8, R+9, on est venu apposer ces façades préfabriquées sur les façades existantes. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça a permis aux bailleurs de diminuer par le temps d'intervention de ce projet. Donc plutôt d'être sûr, parce qu'il y a eu 1000 logements qui ont été rénovés de cette manière-là. Donc là, on parle de massification, parce que 1000 logements rénovés de cette manière, c'est rien. Mais plutôt d'être sur 8 ans de projet, mais sur un projet qui a 4 ans. Donc forcément, pour un bailleur social, et respecter les rythmes de cadence de pollution posée par l'État d'éradiquer ces tensions énergétiques, c'est intéressant. Donc, on a vraiment ce sujet, et puis vous voyez, il n'y a pas d'échafaudage sur ces opérations-là. Donc ça permet aussi d'avoir des risques chantiers qui sont minimalisés. Il y a plein de co-bénéfices qui sont qualifiés pour ces types de rénovation. Quelques opportunités. On a quand même réussi à faire une étude de marché pour voir en fait quelles étaient les typologies de logements, bâtiments susceptibles de pouvoir correspondre à ce type de rénovation. Bien sûr, on ne va pas rénover le centre de Bordeaux ou le centre de Bayonne avec des murs fabriqués, c'est compliqué avec les APF. Mais il y a certaines typologies qui se prennent bien, qui ont été construites de manière industrialisée à une certaine époque. Et on estime à 9,5 millions en France. Un potentiel marché assez important, 9,5 millions de logements à rénover de cette typologie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des logements qui vont être couverts d'industrie, c'est une partie du patrimoine. Il y a une part de marché qui pourrait être fait de cette manière-là.
Voilà. Il y a aussi un sujet de décloisonnement des métiers, et on l'a vu un petit peu avec l'intervention, la toute première intervention, de mieux travailler ensemble. Comment faire en sorte que la qualité d'usage, la qualité sur long terme soit garantie entre une entreprise qui va faire la construction, une entreprise qui va faire la réalisation, une entreprise qui va faire l'exploitation de maintenance. Souvent, ce métier-là, il a été mis un peu de côté, alors qu'on s'aperçoit que c'est un métier primordial dans le quotidien des locataires, dans le quotidien des maîtrises d'ouvrage. C'est-à-dire, bah, j'ai des soucis sur ma maintenance, ça ne marche pas, j'ai des factures qui s'envolent, comment je le gère? Et arriver à faire travailler un peu tout ces corps d'État et toutes ces différentes entreprises nous paraît essentiel pour arriver à avoir une performance énergétique sur la durée. Je passerai la présentation, pas de souci. On voulait faire un petit focus pour vous montrer un peu les différents projets qui sont en cours et à venir, pour vous montrer un peu la dimension qui est en train de faire l'énergie en France. Donc là, on était sur des projets qui étaient initialement que dans les Hauts-de-France et un projet du côté de Lyon. On voit que sur différents territoires, ça s'active. Alors, on a à la fois des projets de logement, mais aussi une expérimentation et un déploiement de démarches sur les bâtiments éducatifs. Donc, on en a parlé, forcément, les bâtiments éducatifs, de par leur typologie, se prêtent bien aussi à une massification et de par leur nombre. Donc, du coup, il y a un vrai sujet de travailler sur la rénovation de ce parc-là. Voilà, donc là, on a près de 3000 logements, plusieurs bâtiments éducatifs qui sont clôturés en APC, et on en a d'autres qui arrivent, notamment comme de l'Expo, avec le bailleur Habitation Atlantique. Mais on a encore 2000 logements et des bâtiments éducatifs qui sont en cours de lancement, des APC qui vont bien sortir. Donc là, on est sur un sujet de passage à l'échelle. On était sur des projets qui faisaient à peu près 30 000 de logements. On est bientôt à 4 à 5 000 logements qui vont être sur l'ensemble du territoire, qui vont être en projet, et 6-7 bâtiments éducatifs qui vont être lancés sur l'ensemble du territoire. Voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, alors c'est peut-être une question un peu bête. Oui. Je comprends pas en fait votre positionnement. Vous êtes un AMO, vous êtes un constructeur, vous êtes un intermédiaire, je suis mal à citer. Voilà, oui, alors du coup, le rôle de Greenflex dans ce développement de la démarche, aujourd'hui, on est financé par l'État, sur fonds publics. On n'a aucun intérêt à être ni du côté de la maîtrise d'ouvrage, ni du côté de l'entreprise. On est juste là pour être ce qu'on appelle le facilitateur d'intérêt général, donc faire en sorte que les conditions de marché soient réunies pour que les projets se fassent. Donc nous, on est du côté un peu plus beau. C'est ça notre positionnement à l'heure actuelle. On vient mettre en place des documents, des outils pour tout type de maîtrise d'ouvrage, tout type d'entreprise, pour qu'elles comprennent quels sont les enjeux de la démarche, comment se positionner, et ensuite, le projet se fait en mission du marché public, on se passe. On n'a plus d'intérêt à dire je suis plus du côté de la demande ou plus du côté de l'offre. On est là pour faire en sorte qu'elles se rencontrent et qu'on ait des projets qui se passent avec une acceptation du marché d'un point de vue coût, d'un point de vue délai, d'un point de vue condition, qui puisse être réalisable. Bien industriel, mais vraiment comme si on était un pivot au milieu pour faire en sorte que l'ensemble des parties puissent dialoguer et comprendre les enjeux et les besoins des acteurs. Oui. Comment vous gérez la communication? Oui, donc le sujet de la communication avec les occupants. Très primordial, puisqu'en fait, alors, il y a deux options, soit c'est le bailleur ou la maîtrise d'ouvrage qui dit en interne, j'ai suffisamment de compétences pour le faire, pour arriver à avoir cette concertation, soit c'est carrément missionné dans une mission d'AMO, dans le groupement, sur le avant, pendant, après. Parce que dans les opérations d'énergie front, il y a le avant, pour faire comprendre qu'est-ce que c'est, le pendant, interaction avec le chantier, et souvent il y a un interlocuteur dédié pour l'ensemble des locataires pour que tout soit plus simple. Et le après, ce n'est pas quelque chose qui est coutumier en général, mais souvent on a 2 à 3 ans de suivi post-rénovation sur comment élever l'expertise d'usage. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des équipements, monitoring, suivi de la consommation, suivi des courbes et des consignes, comment faire comprendre quel est l'usage raisonnable pour atteindre un peu l'égalisation. Parce que forcément, si on va faire mettre une consigne à 26 degrés l'hiver, compliqué d'atteindre l'égalisation. Par contre, c'est faire comprendre quel est l'impact de telle ou telle action du locataire sur sa consommation, pour éviter justement d'être dans des situations de précarité énergétique et de devoir choisir entre payer son loyer ou payer sa facture. Et donc, c'est ce suivi-là avant, pendant, après, qui peut être différent en fonction de soit le bailleur, soit les entreprises qui de plus en plus sont vraiment ces accompagnateurs un peu sociaux ou même de coach énergétique.
plus en plus c'est ce qui se passe sur la durée, pour faire en sorte que le locataire, l'occupant, soit suffisamment sensibilisé et maître de sa consommation. C'est un peu rendre aussi le pouvoir rendre la place qui est celle du locataire dans la maîtrise de ses consommations. Il y a d'autres questions? Oui. Peut-être juste un petit complément par rapport à ce qu'on est en train de Oui, je pense que c'est bien. Donc, bonjour, je profite de l'occasion de cette présentation pour vous donner aussi une information. Donc, vous avez bien compris, il y a un rôle de facilitateur. En termes de cluster, on est aussi un facilitateur et on travaille avec FIBOIS Nouvelle-Aquitaine à ce sujet. Il y a tout un enjeu, comme vous avez vu, il y a des projets qui vont démarrer en Nouvelle-Aquitaine avec des bailleurs sociaux qui sont en train de s'engager. Au moins un premier qui est engagé et quelques autres qui sont en voie de s'engager. Il y a tout un enjeu de comment on va aider les entreprises à se structurer, à se regrouper pour répondre à ces futurs appels d'offres. C'est tout un travail qui a pu être fait notamment en Pays de la Loire. Vous avez vu, il y a plus de 2000 projets qui sont sortis. Et donc, on est en train de mettre en place un club de réhabilitation Énergie Strong qui a pour vocation de pouvoir réunir des entreprises, bureaux d'études industriels, entreprises de pause, tous les corps de métier, toutes les compétences dont il y aura besoin pour répondre à ces futurs marchés. Et donc, normalement, il y aura une première réunion le 9 novembre. Ça se passera à Bordeaux. Donc, vous recevrez les invitations sous peu. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir réunir de façon régulière et apporter toute l'information qui va bien pour que ces groupements puissent voir le jour et se préparer aux spécificités du marché, en lien aussi avec les bailleurs, pour bien comprendre leurs enjeux et leurs besoins. Donc voilà, c'était la bonne occasion de faire cette petite information. Et donc tout ça, on le fait bien sûr en total partenariat avec Greenflex, avec FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, la région et tout un tas d'autres acteurs qui sont associés à la démarche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou peut-être à distance, parce que je ne vois pas s'il y a des questions. Ouais, peut-être David, s'il y a des questions. Je ne sais pas. Non, pas de notre côté, en fait. On a trouvé que les interventions étaient très, très complémentaires. Ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, pas d'autres questions à ma connaissance. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. On va passer à Pierre Brasseur de e-box. Parfait. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Donc, je suis Pierre Brasseur, chargé d'affaires, ingénieur d'affaires chez Eloft pour la marque e-box, donc la marque dédiée aux marchands B2B. Eloft, c'est un constructeur de modules bois en 3D qui aujourd'hui le siège social est à Saint-Brieuc. C'est une vieille entreprise de Charpente qui date des années 1870, qui a été repris par Édouard Lefébure et Philippe Rouet a rejoint l'aventure en 2012. Le groupe ETEX a pris une part de capital du
par sa filiale New Wave en 2021. Donc, on est rattaché maintenant au groupe ETEX. En quelques chiffres, eLoft, c'est 80% de la construction du bâtiment qui est internalisée en usine. Donc, les sols, l'électricité, le bardage, les menuiseries, etc. On a une usine à Saint-Brieuc qui fait 22 mètres carrés, 4 lignes de production, avec une capacité de production de 1000 livres par an. On ouvre une usine à Bordeaux dans les 2 ans qui arrivent. Et il y a une ambition de développer sur la région lyonnaise et sur le nord de la France. C'est ce qu'on voyait là sur la petite carte. Donc à Saint-Brieuc, 22 mètres carrés de couvert, 4 lignes de production. On voit un module 3D, des machines de production assez connues pour les charpentiers, de débit, d'assemblage de bois, bois. Une cellule produit qui développe les produits que je vais vous présenter après, qui est à Bordeaux, à Mérignac. Donc on est quelques ingénieurs qui développent ces produits, avec Christophe Jourdain à la tête de cette cellule produit. Vous avez entendu parler tout à l'heure avec Eric Buchet le projet des villages olympiques. Donc c'est eLoft qui fabrique ces modules. Donc ça c'est un marché eLoft, un projet sur mesure. Mais eLoft, le but c'est de proposer des logements standardisés. Donc on propose une gamme que je vais vous présenter avec un concept. C'est des logements standardisés pour répondre à cette massification. Donc voilà, quelques exemples de réalisation de projets pour des bailleurs, pour des promoteurs, du sort de petits collectifs. Voilà. Je vais rentrer directement dans la partie du sujet, qui est la partie digitale. Donc eLoft, il y a 2 marchés. Il y a le marché maison individuelle en particulier. C'est par le chemin qu'a écrit eLoft en 2014. On a sorti la première maison eLoft en 2013-2014. Et eLoft base son acte de vente sur un configurateur 3D. On a différents modèles qui sont là. Et les clients peuvent acheter que ces modèles-là, avec différentes options, différentes variables. Et les clients peuvent acheter que ces modèles-là, qui peuvent configurer en ligne via un configurateur. Aujourd'hui, 100% des ventes sont faites pour les particuliers via ce configurateur. 80% des leads, c'est-à-dire des prospects qui arrivent, et 100% des ventes sont faites sur le configurateur. Donc c'est une révolution dans la partie pour les spécialistes. Donc ça c'est la partie particulier. Et après on a une gamme pour les professionnels, promoteurs, bailleurs ou peut-être marchés privés en B2B. Et pour ça on propose ce qu'on appelle la valise e-box. Alors la valise e-box c'est des plans standards, une gamme de plans standards figés. Un cahier des charges et un outil de chiffrage. Je vais rentrer dans le détail. Donc des plans, un descriptif détaillé, un tarif, un calcul RT fait pour chaque type de logement, une ACV, donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, des descentes de charges pour faciliter le contact avec les autres corps de métier et des carnets détaillés. Donc on met à disposition en libre service à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, bailleurs ou autres, cette maquette numérique en libre accès. On va à tous différents formats, DXF, ISP, Revit, etc. Donc du coup, la construction du projet se fait de manière fluide parce qu'il y a la maquette qui est pensée, dimensionnée pour répondre aux besoins de l'usine. Donc voilà différents exemples. On a donc le cahier d'état détaillé qui permet d'accompagner la maîtrise d'œuvre dans la construction de toutes ces pièces administratives, tous les éléments qui sont détaillés dans ce descriptif détaillé répondent à notre système constructif adapté à notre façon de construire en usine, parce qu'on ne peut pas mettre tous les sols, on ne peut pas mettre tous les revêtements de bardage, on a des contraintes pour la partie sanitaire, etc. Dans le département industriel sur des postes techniques. Voilà. Tous ces sujets sont détaillés dans un descriptif qui permet à la maîtrise d'œuvre de bien comprendre notre système industriel et de le mettre en avant lors des pièces administratives. C'est un tarif qui est dynamique. Le but, c'est pour que les architectes et les équipes de maîtrise d'œuvre aient la possibilité de faire une faisabilité rapidement. C'est l'intérêt de notre outil standardisé. Qui dit standard dit en usine, ça coûte tant, on sait communiquer sur un prix, on ne refait pas le prix à chaque fois, on est capable en une demi-heure de remettre un prix sur un type de projet à un maîtrise d'ouvrage ou à un architecte. Tout ça, c'est parce qu'on a une gamme standard de plans standards.
On est capable de communiquer aussi sur des descentes de charges pour que la maîtrise d'œuvre puisse prédimensionner ses fondations. Donc, on a des descentes de charges qui sont faites de manière générale sur différentes régions. On communique ces descentes de charges parce que c'est standardisé. On a des cahiers détaillés standards. Donc là, on a un exemple en Airflow-ZAM. On a tous les détails suivant les différents modèles de nos modules, de nos logements. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Donc, eLoft, l'idée c'est de créer des partenariats avec des architectes pour bien que l'architecte comprenne l'intérêt constructif qu'on propose. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nos logements, c'est des logements qui sont figés. Donc aujourd'hui, dans un projet, malheureusement, l'équipe de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage ne peut pas choisir le plan. On fournit le plan de logement. Par contre, l'architecte a une grande volonté sur le plan masse, comment aménager, réfléchir à l'usage autour de ces logements. Aujourd'hui, vous l'avez compris, l'estimation du coût est faite de manière automatique. Donc tout ça, c'est dans l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour avoir une réponse très rapide à la faisabilité de son projet. Donc le plan masse, par contre, je le répète, est à la liberté de la maîtrise d'ouvrage. Le plan de logement définitif, eLoft. Le choix des matériaux, j'en parlais tout à l'heure, c'est eLoft. On ne peut pas utiliser tous les matériaux, on reste en fibre sèche. Le câblage dans le module, c'est très compliqué, on ne sait pas faire aujourd'hui. Il y a plein de sujets aujourd'hui, on ne sait pas répondre en module. Pareil pour le choix des équipements, on travaille avec un industriel qui lui a des contraintes. Quand on fait rentrer une box dans le module, il va lui a ses contraintes. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on contraint le choix des équipements. La partie RT, tout est précalculé pour chaque module, pareil pour la partie SCP. Donc en une demi-heure, on est capable de sortir un RT. Il suffit de choisir l'orientation, enfin d'adapter au terrain, mais tout est présaisi dans nos bases de données, pareil pour la partie SCP. Ce qui est un gain financier pour beaucoup de monde. Donc voilà, pour la partie chiffrage, c'est pareil. Donc aujourd'hui, c'est pour la partie digitale. Aujourd'hui, Loft base toute son offre de produits autour de standards et on remet une balise à l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, que ce soit l'architecte, que ce soit les bureaux du béton, les bureaux du poids, tout est prépensé, tout est cadré pour que l'équipe de maîtrise d'œuvre avance rapidement dans son projet et efficacement. Le MIM chez Loft, on en a parlé, on est plus en parler aujourd'hui. Donc le client a le configurateur, notamment sur la partie particulier. Le client peut configurer sa maison, il peut visiter sa maison de manière virtuelle. En commerce, on a vu sur la partie chiffrage, perspective, plan, d'avoir tous les éléments rapidement. En conception, pareil, sur la partie ACV, le béton, le bois. Donc ça, c'est des éléments que j'ai beaucoup parlé. Mais après, sur la partie industrialisation, sur la partie formation notamment, le fait d'avoir l'ensemble en maquette numérique et l'ensemble des détails, on a créé une Loft Academy où on peut former l'ensemble des salariés en usine. Toute la nomenclature des matériaux, les acheteurs, ils ont leur nomenclature qui se fait de manière automatique, très rapide. Donc ça, c'est un grand changement. Et on travaille sur toute la partie relevé d'œuvre et schéma de montage. Pareil, sur la partie chantier, Eric en a parlé tout à l'heure, sur la partie cinématique de chantier. Voilà, grâce à cette maquette numérique, on arrive à réfléchir à la manière dont on gère le chantier. Quelque chose qui n'existe pas, mais sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est détail technique en VR, contrôle qualité, et aussi amener sur la maintenance, comment avec la VR, est-ce qu'on ne scanne pas le module dans l'atelier pour la maintenance, voir comment ça a été fait et gérer la maintenance. Donc, c'est des choses qui n'existent pas encore chez Loft, mais sur lesquelles on travaille. Et Eric en a également parlé sur la partie communication, quelque chose qui est important. Donc, on voit par exemple là un module qui est sur la ligne, on voit le plancher, le mur, le module qui s'arrête. Voilà un petit peu pour la vision du BIM chez Loft. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Quand vous travaillez avec le maître d'œuvre, du coup, quelle est la limite de sa prestation? J'ai l'impression que je fais de A à Z. C'est le chantier, finalement, sa mission s'arrête à ça. Alors, on ne gère pas tout de A à Z. On lui donne des éléments qui sont adaptés à notre produit, donc les centres de charge, etc. Après, chaque projet reste unique et il y a quand même du travail à faire. Aujourd'hui, les bases sont quand même
On donne, pour l'étude RP, on lui donne des éléments standardisés du module. Après, il le repasse à sa moulinette avec des détails du terrain, les détails si par exemple on pose les modules sur une partie maçonnée, il y a quand même une interaction à avoir avec d'autres corps de métier. Et voilà, nous, on n'est pas amené à gérer, on est amené à faciliter la gestion du projet en apportant des éléments aux équipes. Voilà. On ne fait pas de maîtrise d'œuvre aujourd'hui. Tous les projets qu'on fait, il y a des équipes de maîtrise d'œuvre, un bureau thermique, un bureau béton, un architecte qui gère le projet. Mais on facilite le projet. Est-ce que David, il y a des questions? Non, pas de questions de ce côté. Vous avez vraiment un gros rôle de prescription aujourd'hui avec la valise. C'est une grosse démarche. Tout à fait, d'expliquer. Et là, on a fait le salon du message à Bordeaux. Les bailleurs, ils ont bien aimé notre proposition parce que pour eux, ils sont capables de répondre à une massification, de répondre rapidement à sortir des logements. Il y a des promoteurs qui nous parlaient de 60 mois pour sortir des projets. Outre le fait que grâce au module, ça va plus vite dans la partie chantier, mais bon, ce n'est pas la grosse réponse. Aujourd'hui, on gagne un temps non négligeable sur la partie amont, sur la partie études, sur la partie tout travail que vous connaissez dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Nous, on arrive à fournir tout en amont, ce qui facilite les choses. En termes de prix, sur le produit, on n'est pas forcément moins cher. Par contre, on optimise sur la partie maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, on réduit les frais de maîtrise d'œuvre. On propose aux bailleurs une offre qui permet de réduire le prix de maîtrise d'œuvre. Mais on a quand même besoin de cette maîtrise d'œuvre pour nos projets. Votre client, c'est en particulier ou c'est le maître d'œuvre ou le bailleur? Alors, notre client, il offre ses particuliers. On a une filiale particulière. Après, notre client, c'est des bailleurs, des promoteurs. Donc, on a une gamme dédiée aux bailleurs, on a une gamme dédiée aux promoteurs, et des produits qui sont adaptés et les éléments de la valise qui sont adaptés à nos interlocuteurs. Aujourd'hui, avec un seul module, un seul aspect de module, est-ce que vous pensez sincèrement que vous pouvez vous installer partout en France? Non, on n'a pas vocation à s'installer partout en France. Alors, les modules aujourd'hui que vous voyez, c'est du toit plat. On est capable d'installer une fermette dessus. Aujourd'hui, on a bien contrainte de ces différentes contraintes architecturales, etc. Les premiers retours qu'on a, donc la Gaming Box, ça fait 1 an qu'elle est sortie. Donc, pour les particuliers, on a découvert les contraintes particuliers. Sur la Gaming Box, c'est les premiers projets qui sortent. Mais aujourd'hui, les architectes arrivent à vraiment jouer avec notre système constructif. On pourra en parler, je pourrais vous présenter des projets où on ne voit pas que c'est la construction modulaire et l'architecte a vraiment une grande valeur ajoutée pour jouer avec le module. Eric l'a fait sur le village des athlètes à Peu, à Paris. Voilà, c'est un exemple de ce projet dont on est aussi à P7, mais voilà, on arrive à faire des beaux bâtiments modulaires. Est-ce que la volonté de réduire votre gamme aujourd'hui, c'est un moyen d'avancer ou est-ce que vous avez l'intention de la diversifier de manière à augmenter la personnalisation possible? Alors aujourd'hui, il faut vraiment se dire, pour que ce soit compétitif et pour répondre à la massification, il faut standardiser le maximum. Aujourd'hui, on répond aux bailleurs, aux promoteurs particuliers. On a des projets en résidence senior, on a des projets en habitat déplaçable. Voilà. On ne peut pas répondre à tout. On répond avec des partenaires où, par exemple, quand on a des mix logements, maisons âmes ou les accueils, on passe en ouais, idéalement, ou sur d'autres projets, on ne peut pas répondre à tout. Mais oui, on se diversifie sur d'autres secteurs métiers. Après, notre système constructif, je pense que Eric en parlait, on ne peut pas répondre à tout avec le modulaire. On ne peut pas faire tout et il offre, et moi je suis convaincu que chaque solution constructive au bon endroit fonctionne très très bien, on ne peut pas faire du modulaire. Est-ce que ça répond à la question? Sur la partie modulaire, oui, sur la partie personnalisation, en réalité, aujourd'hui, est-ce que l'outil numérique peut conduire à terme à proposer une gamme plus large de produits qui permettent une personnalisation plus fine par des
lever selon les conditions? Alors oui, le configurateur notamment permet une personnalisation, mais malheureusement, le principe industriel a des contraintes, donc on borde ces contraintes. Sur une façade, il y a 3 choix de menuiserie, parce que ça a été calculé que structurellement, on peut mettre ces 3 choix de menuiserie, ça sur les façades de logement, mais on ne peut pas laisser tout open, donc on arrive à cadrer, on fait des propositions pour cadrer sur les choix de matériaux, etc., pour permettre la personnalisation. Mais c'est toute la difficulté de trouver la limite de la personnalisation pour être rentable économiquement et répondre à la massification et repasser sur du sans mesure. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ça ne répond pas à tous les problématiques qu'on a aujourd'hui. Sur la fin de vie du bâtiment, qu'est-ce que deviennent les modules? Ils sont récupérables, réutilisables? Alors, on est sur une construction ossature bois des tubes classiques, plancher bois, numéro ossature bois classique, sauf que c'est construction non usine. Et on est sur des logements qui sont fixes, en construction pérenne. Le bâtiment des Jeux Olympiques, il est voué pour durer. On n'est pas sur de l'habitat qu'on peut connaître à une ou autre, on est vraiment sur une construction traditionnelle de ossature bois. Là, vous n'avez pas intégré en fait une réutilisation possible. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on travaille sur des logements déplaçables. On a beaucoup de demandes de logements déplaçables, notamment pour répondre à des hébergements d'urgence, d'asile, etc. Aujourd'hui, on a énormément de demandes. Aujourd'hui, notre système constructif, il a été pensé vraiment pour en début ossature bois classique. Donc, ça apporte des contraintes quand on le déplace. On y travaille. C'est pas aujourd'hui, on n'est pas sur la gamme de l'habitat léger HLM ou autre. Aujourd'hui, on est sur vraiment du bâtiment ancré sur des fondations. Il y a un vrai marché en logement déplaçable aujourd'hui en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une petite question. Vous dites construction bois, pas comme le tiny house. Comment vous différenciez la corridor tiny house? Nous, le transport se fait par convoi exceptionnel, on n'a pas d'essieu. Donc, le logement, il ne dépasse pas. Une fois qu'il est gruté, on a des grosses grues PPM 130 tonnes. Bon, on pose après, on ne soit pas déplaçable. Vous pouvez faire des modules, enfin, vous n'avez pas de limite sur la taille des modules. Alors, on a un standard. Aujourd'hui, l'usine est dimensionnée. C'est comme si on avait une usine pour passer une marque, une 208, le châssis qui est telle largeur, qui est telle emprise. Aujourd'hui, on a une standard qui est 3,70 m ou 3,90 m. Et on sait faire des modules que sur ces dimensions-là. Et en longueur, peu importe, avec le maximum 13,50 m. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il faut se dire qu'on a un unité industriel qui est dimensionné avec différents postes. Avec chaque poste, il y a des outils pour faire telle tâche. Et du coup, on ne peut pas rentrer dans un cadre qu'on est obligé d'imposer. Il faut vraiment raisonner comme la partie automobile. Aujourd'hui, vous achetez une voiture, on ne peut pas commander un moteur avec un moteur de 132,5, sinon il faut toujours dimensionner, ça coûte de l'argent. Mais là, c'est un peu le même concept. On a un cadre, il y a quelques options sur une voiture, il y a quelques options. On ne peut pas sortir de ces options, sinon, malheureusement, économiquement, c'est pas viable. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une demande parce que les mairies mettent à disposition des terrains sur une durée de 5, 7, 10 ans, suivant les projets, pour accueillir les migrants, pour accueillir certaines populations. Il faut le construire en mer déplaçable. Aujourd'hui, c'est vraiment pas notre cœur de métier. C'est un marché où on est sollicité. Notre cœur de métier, c'est un habitat bois avec une ACD performante, une RT performante. Est-ce que quand vous proposez votre solution, en fait, le maître d'œuvre qui perd la notion d'appel d'offres privé ou public finalement, donc vous orientez quand même la solution sur votre système constructif. Comment ça se passe en fait réellement? Est-ce que vous avez quand même la mission, c'est quand même après de fabriquer et de le poser, d'avoir le marché? Notre mission, c'est fabriquer, poser, uniquement cette mission-là. Donc finalement, dès que vous avez contacté le maître d'œuvre qui a choisi une solution, après, il n'y a plus cette notion d'appel d'offres. Si, parce qu'on n'est pas les seuls à faire du modulaire en France, hein, donc il y en a plusieurs. Vous proposez en fait au départ de l'action tout ce qui est plan, tout ce qui est détail, etc. Tout à fait. Ça oriente. C'est un vrai sujet, mais aujourd'hui,
Après, ça peut être sur différentes sortes de contrats avec des bailleurs, mais aujourd'hui, cette solution-là permet de répondre à un prix. Malheureusement, ça passe par là. Après, voilà, avec les bailleurs, on trouvera c'est encore de discussion, les meilleures façons de cadrer ça. Et c'est un vrai sujet. Mais c'est toute la difficulté du sur-mesure. Sur-mesure, après, on refait tout. Certes, on met la concurrence, tout est refait à chaque fois. Donc, niveau coût, vous savez mieux que moi, c'est 20-30% d'un coût de construction, des fois. Ça répond à la question. Du coup, vous pourriez avoir des concurrents qui font exactement la même construction que vous. Tout à fait, il y a des concurrents qui ont la même, des Haut-Savoie, il y en a plein, Haut-Savoie fait du sur-mesure aujourd'hui, mais il y a plein de concurrents qui font rien. Il y a des concurrents qui font du blé, qui sont plus sur le sur-mesure. Nous, on est vraiment dans l'idée de dire qu'on standardise, pour répondre à la massification, pour répondre aux bailleurs qui ont un besoin aujourd'hui d'avoir du logement rapide, à un coût maîtrisé. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de notre système constructif, c'est un coût maîtrisé. Ça veut dire que le client, quand on lui dit ce sera tel prix, au vu de l'industrialisation de tout le bâtiment, il a été structurellement déjà calculé, thermique déjà calculé. Donc, on a un prix qui est maîtrisé. Sur le coût d'une construction individuelle, le prix hors d'ordre au mètre carré par rapport à un type d'emplacement. Alors, nous, on ne répond pas en ordre d'air parce que l'ensemble de la valeur ajoutée se fait en usine. Donc, transporter un module en ordre d'air, ce ne serait pas rentable. Nous, l'intérêt, c'est d'apporter toute la valeur ajoutée, l'électricité, sol, etc. En usine. En tout fini, on sort posé à 1 350 € du mètre carré. Sur un type de logement, mais en moyenne, c'est ça. C'est un constructeur. Le gain, il se fait. Aujourd'hui, on n'a pas révolutionné la construction, à part qu'on le fait en usine, on reste sur une construction bois, sur le système constructif classique, en électricité, en système de chauffage. On n'a pas révolutionné cette partie-là. Par contre, on révolutionne la partie maîtrise d'œuvre. Du coup, il y a un gain sur cette partie-là. C'est d'autres questions. Merci. On a senti les deux extrêmes, standard, personnalisation, sur mesure. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ouais, c'est pas la bonne. On va passer à Charles Guilhem de Clovis. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cet accueil et cette sollicitation. Donc Charles Guilhem, je suis un des cofondateurs de Clovis Technologies. Et Clovis Technologies, c'est une application digitale, et donc une entreprise également, qui permet à l'ensemble des professionnels de la filière construction de pouvoir collaborer à la fois en interne mais aussi en externe sur toute la durée d'un projet et sur toutes les phases d'un projet de construction. Donc on a développé un outil collaboratif très transversal, donc on sort un peu de tous les échanges qu'on a pu avoir jusque-là. C'est vraiment une application digitale transversale pour fluidifier les échanges et permettre à toutes les équipes et tous les métiers de gagner en productivité. Donc Clovis, en quelques mots, c'est une société par action simplifiée qu'on a créée en 2018. On a un statut de jeune entreprise innovante. On est basé à Paris et on est 3 cofondateurs, tous issus du secteur de la construction. Donc j'ai un associé qui a fait le STP, qui a été conducteur de travaux pendant des années, un autre qui a été architecte, et moi-même je suis constructeur bois de charpentier de métier. Et on compte aujourd'hui 11 collaborateurs dans notre startup. Alors l'objectif de notre projet, c'est d'accompagner la digitalisation des PME de la filière construction dans le monde. Alors quand je dis PME, c'est parce que 83% du marché international, c'est la petite et moyenne entreprise.
et qu'on a décidé vraiment d'accompagner celle-ci parce que c'est là-dessus que le vrai besoin est aujourd'hui en termes de gain de productivité, de collaboration. Et comment on souhaite le faire? Premier point, c'est en leur mettant à disposition un outil, une application qui soit très simple à utiliser dans les usages. Parce qu'on sait bien dans le BTP, il faut que ça soit facile et que ça marche tout de suite, sinon les utilisateurs, chefs d'équipe, chefs de chantier, connecteurs de travaux décrochent très vite. Un outil collaboratif qui permet à tout le monde de collaborer en interne dans une même entreprise, mais aussi collaboratif, puisque Clovis permet, par exemple, à un constructeur bois, d'inviter sur son projet un bureau d'études externalisé, son client final, un architecte, voire même un sous-traitant. C'est un outil qui est global, puisqu'il couvre tous les champs et tous les besoins des différentes phases, et qui est orienté projet, dans le sens où Clovis permet de mener un projet de la phase étude, conception, en passant par l'exécution jusqu'à la livraison d'une opération. Et global aussi, parce que c'est un vrai catalyseur de data, puisque ça permet sur tout type de projet d'avoir une traçabilité des échanges de la donnée du début jusqu'à la fin. Alors rapidement, les fonctionnalités proposées sur l'application permettent de géolocaliser tous les chantiers sur un territoire donné, bien sûr de centraliser toute la documentation des chantiers. On a des viewers intégrés sur l'IFC, sur PDF, DWG. On permet à nos clients d'utiliser la suite Microsoft Office, donc les fichiers Word, Excel, PowerPoint, directement dans l'application. Et ensuite, signature électronique. Enfin, voilà. On a vraiment essayé de capitaliser et de centraliser tous les outils utilisés par tous les constructeurs, promoteurs ou architectes, c'est-à-dire envoi de mail. Souvent, on crée des chaînes WhatsApp pour communiquer pendant les phases chantier. On utilise des serveurs pour stocker de la donnée, mais on a du mal à partager l'expérience sur beaucoup de mails. Et on a du coup décidé de créer toutes ces applications dans toutes ces fonctionnalités dans une seule et même application. L'impact de l'usage aujourd'hui, il est estimé par nos clients à une demi-journée par employé par semaine. Quand on dit employé, c'est un conducteur de travaux, un ingénieur en cours d'études, un architecte, un chef d'équipe. Et quand on connaît aujourd'hui forcément le coût horaire de tous ces vrais professionnels de la construction, c'est toujours très intéressant de leur permettre de gagner du temps et surtout leur simplifier la vie au quotidien, parce qu'on connaît tous très très bien le quotidien des entreprises du secteur de la construction, où tout le monde court partout et tout le temps. Et aujourd'hui, Clovis, c'est un vrai, on l'appelle souvent le compagnon digital pour nos clients, c'est un facilitateur du quotidien. Parce que quand on est sur un chantier, on a tous ces chantiers avec soi dans l'application, sur tablette, ordinateur ou téléphone portable. Quand on est au bureau, sur son ordinateur, on retrouve tous ces chantiers. Quand on est chez soi le soir, si on a un oubli, on peut se connecter au projet en temps réel, chatter, assigner une tâche, annoter le plan. Donc tout ça libère l'esprit parce qu'on sort en fait du fameux dossier papier qu'on connaît tous. Et souvent, quand on part, souvent l'exemple c'est je pars sur une journée pour faire une visite de chantier, je suis conducteur de travaux, je pars avec mon dossier, puis finalement au retour, je dois m'arrêter sur le chantier de M. Bernard, je n'ai pas le dossier avec moi. Aujourd'hui, c'est un souci qui est réglé puisque sur le téléphone, j'ai accès à toute la data. Je peux créer une tâche, prendre des photos, localiser sur un plan et assigner des tâches en temps réel. Donc l'impact d'usage est très conséquent. Notre positionnement marché, alors c'est pas pour se comparer aux autres parce qu'on n'aime pas se comparer, mais c'est pour permettre de mieux nous positionner. Clovis, on se situe, parce que personne ne nous a situé ici, bien sûr. On se situe par là, alors petite taille au niveau de la visibilité, parce qu'on est tout petit, bien sûr. En revanche, on se positionne assez haut sur l'ergonomie. Je vous disais, l'usage de Clovis, c'est une application qui est très simple sur le front, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'utilisation. Et ça, c'est très important pour qu'il y ait une vraie rétention et un usage quotidien dans l'entreprise. Et une accessibilité de prix, parce que, comme je vous disais, notre mission, c'est d'accompagner la digitalisation des PME et on veut que le prix soit accessible pour un artisan et même pour une petite entreprise. L'origine du projet, on est 3 cofondateurs, comme je vous le disais, tous issus du secteur de la construction. On a tous passé des années sur les chantiers, entre 10 et 15 ans sur les chantiers. Le constat qu'on a fait, c'est que tous les professionnels du secteur perdent 1 à 3 heures par jour à trier des mails, parce que aujourd'hui, 95% de l'info sur un chantier, c'est par mail. On reçoit un plan, il y a une nouvelle version. On est sur le chantier, on ne sait plus quelle est la version à jour. Le conducteur de travaux n'a pas transféré la nouvelle version chez l'équipe, donc on pose le mur au mauvais endroit ou le menu au mauvais endroit. Donc ça, c'est vraiment un tracas quotidien qu'on a complètement levé, puisque tout est centralisé dans l'application. Système de notification, je en parlerai. Et le deuxième constat qu'on avait fait, c'est que les logiciels métiers qui existaient ou qui existent toujours sont souvent très complexes. Étaient plutôt orientés grand groupe,
est donc très onéreux à mettre en place, compliqué à utiliser, et donc ça nécessite des formations. Et on sait bien que dans le BTP, si on passe par de la formation et des outils complexes, l'appropriation ne se fait pas et ne sera pas. Donc voilà, c'est vraiment l'origine du projet, digitaliser tout ça avec un outil qui soit simple. Donc on a créé la société en 2018, on a commencé à commercialiser en mai 2019. En novembre 2019, on a été intégré au programme WILCO, qui est le plus gros accélérateur de start-up européen, qui nous a permis d'avoir des fonds pour embaucher et accélérer. En février 2021, on a débuté la refonte de notre stack technique pour qu'elle soit beaucoup plus robuste et qu'elle nous permette, à partir de novembre 2021, de pouvoir créer de l'interopérabilité avec des outils comme Revit, comme Google, comme les ERP standards du marché, sous Sage, BP, pour nos clients depuis que Clovis pilote tout leur écosystème digital en entreprise. Et novembre, grâce à ça, on va pouvoir se déployer à l'international, puisque l'enjeu pour nous, même si la France est intéressante, l'enjeu est quand même à l'international, sur la taille du marché. Là, rapidement, c'est pour montrer un peu notre croissance. Aujourd'hui, on a atteint, alors ce qui manque en cours, mais on a atteint nos 100 premiers clients, ce qui représente 500 utilisateurs payants au quotidien et 3000 utilisateurs en toute l'application, puisque Clovis est une application qui permet d'inviter gratuitement des personnes externes. Donc, on a beaucoup d'architectes qui invitent une cinquantaine de sous-traitants sur le projet pour collaborer, et ça crée des utilisateurs au quotidien qui ensuite souvent deviennent clients Clovis. Segmentation de notre marché, 50% de constructeurs, de 2 salariés à 1500 salariés. 1500 salariés, c'est vraiment l'exception, parce qu'encore une fois, ce n'est pas utile, on est plutôt entre 0 et 250. 16% d'architectes et 5% de maîtres d'œuvre. Puis viennent les maîtres d'ouvrage, les assistants maîtrise d'ouvrage, beaucoup de bureaux d'études techniques, en bois, béton ou généralistes, peu importe, et quelques agences immobilières. Voilà. Les résultats obtenus, aujourd'hui, et pour la phase à suivre, on lève actuellement 4 millions d'euros pour passer une nouvelle phase de croissance. Donc, notamment, continuer à recruter des personnes au niveau du commerce pour aller beaucoup plus vite. 40% du financement sera dédié au développement de la R&D et notamment la mise en place d'une marketplace autour de Clovis. Se connecter à Slack, se connecter à son boîte mail, se connecter à Google Drive, se connecter à Dropbox pour qu'il y ait des échanges automatiques entre les différents outils aussi ERP, devis, CRM. Développer le multilingue, puisque, comme je vous le disais, l'application est déjà traduite dans toutes les langues. On a intégré et développé la technologie, ce qui permet à un utilisateur français de discuter avec un anglais au bout du monde. On a une traduction automatique dans le chat, dans la langue de l'utilisateur. Voilà. On pallie aussi à tout ça. Et 5% des fonds qui seront dédiés, bien sûr, à la création de la marque, la notoriété, la communauté de Clovis. Voilà pour une rapide présentation du projet, qui s'en est l'objectif de cet échange, qui est surtout le projet Clovis, et pas trop la fonctionnalité. Donc nous, l'enjeu, comme je vous le disais, c'est digitaliser toute la filière construction en France, en Europe et dans le monde. Priorité sur les PME et les TPE, parce que c'est celles qui en ont le plus besoin. Et tout ça au travers d'une application qui soit très simple à utiliser, une application pour laquelle les utilisateurs prennent du plaisir tous les jours à se connecter, parce que c'est sympa, c'est facile et ça me permet de gagner du temps, parce que dès que j'ai une question sur mon projet, je vais dans le Clovis et je retrouve les informations. Et une application interopérable. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si on développe un outil dans lequel on peut faire du devis, de la facture, du suivi de chantier, de la signature et autres, on va se retrouver avec tout un tas de boutons et personne n'utilisera. En revanche, si on crée des passerelles automatiques à la demande en fonction de nos clients, avec des API publiques classiques, et qu'on garde un soft et une interface qui est très épurée, on sait que normalement les gens devraient l'utiliser. Voilà. J'essaie de faire vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Il y a un lien avec le client. Est-ce que tu peux pour les gens en visio? Répétez. La question. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a un lien avec les clients? Alors oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt de Clovis, c'est que l'invitation d'une personne externe qui est limitée sur un chantier est gratuite. Aujourd'hui, nos clients constructeurs, si on prend le cas d'un CMI, dès le début du projet, il crée son projet dans Clovis. Il va chez le client, il peut tout de suite prendre des notes sur ce qui est attendu, quelle est les charges. Dès qu'il rentre au bureau, il peut inviter son client avec un mail dans 06, le client est notifié, se log, il tombe tout de suite sur son projet. Dans l'espace de documentation, on peut mettre le devis une fois qu'il arrive, on peut mettre des pièces graphiques, on peut mettre des notices techniques en disant voilà pourquoi on vous propose,
ensuite, nos clients peuvent déposer les devis pour signature, qui sont intégrés à la signature numérique dans Clovis à distance, bien sûr avec certificat au redatage et géolocalisation de la personne qui signe. Ensuite, le CMiste peut définir le planning de production et de pose dans Clovis qui sont intégrés en Gantt. S'il le souhaite, le client peut avoir accès au planning. Ça, c'est au choix, ça peut toujours recommander, surtout quand ça glisse. Et ensuite, sur toute la phase travaux, on peut avoir échange, partage de photos, création de tâches s'il y a des choses à prendre en temps réel sur le chantier. Ça génère des comptes rendus automatisés pour les conducteurs de travaux. On informe automatiquement, une fois le compte rendu d'une visite de chantier, avec les photos, ce qu'il y a à faire, la localisation sur le plan. Voilà, et ensuite, une fois que tout est terminé, le chantier peut être archivé dans Clovis, dans l'espace de travail, mais reste historisé dans le compte entreprise sur Clovis. Ce que je n'ai pas souligné, c'est que Clovis permet de stocker la data pour tous les chantiers. Dans chaque chantier créé, on s'est illimité sur le stockage de données, en termes de plans, PDF, WDG, IFC, Word, Excel, PowerPoint, photo, vidéo. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, stockage illimité et nombre de projets illimité. Ça aussi, ça change beaucoup. Tout le monde est habitué à avoir travaillé des outils comme Final Cut, Resolving et autres. On est plutôt sur une approche par projet. On va payer au mètre carré utilisé. Nous, nos clients prennent une licence Clovis et avec ça, ils peuvent gérer de 0 à 4000 chantiers à l'année, peu importe, ça change rien pour nous. Il faut savoir que le stockage de la donnée aujourd'hui, c'est plus le souci. C'est de moins en moins cher, ça coûte. Donc, on propose ça au travers de notre application. Donc, nous, on a beaucoup de clients qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de serveur, qui n'ont plus de robots, qui n'ont plus rien. Clovis, c'est leur soft. Ils stockent toute la donnée, ils créent leur projet, et tout est centralisé, capitalisé. Voilà. C'est quoi la répartition de vos clients? Vous avez beaucoup de clients, comment dire, détenteurs patrimoine, de même ouvrage, ou c'est plutôt entrepreneurs? 5% de net d'ouvrage aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne les cible pas de manière prioritaire. Aujourd'hui, on s'attaque, on priorise plutôt les constructeurs et les architectes, mais on va très très rapidement venir à la clientèle maîtrise d'ouvrage. On travaille en expérimentation avec la FFB de Nouvelle-Aquitaine sur du projet BI, qui seront, je pense, présentés jeudi prochain. Et on a fait déjà 2-3 opérations avec eux en phase travaux, avec l'immobilière 3F, je crois que c'est une filiale en Nouvelle-Aquitaine. Donc on travaille avec des promoteurs immobiliers. On vient de rentrer un de nos clients, HEC Paris, qui va gérer tout son prochain bâtiment sur Clovis. Donc on en a quand même pas mal. Parce qu'à l'international, les pratiques internationales, en fait, les clients qui ont tout leur patrimoine mondial dessus, ils obligent tous les constructeurs, concepteurs à passer par ça. Tout à fait. Pour vous, c'est énorme le gisement d'affaires. Exactement. On travaille en France avec la Compagnie des Jésuites, qui a un patrimoine immobilier très 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 important. Ils gèrent tout ça aujourd'hui directement sur notre application avec Clovis. Pour l'international, aujourd'hui, on commence à avoir des clients en Suisse, Belgique, Luxembourg, Portugal, États-Unis, Canada depuis avant-hier, puisqu'on a contractualisé avec un CMiste qui s'appelle Maison Harmonie, qui est un CMiste au Canada. Voilà, donc on va commencer là notre export à l'international de manière beaucoup plus importante pour aller très vite. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En ligne, vous avez des questions? Non, c'est bon de ce côté, c'était très clair. Très bien. Alors en ce moment, on est 11 chez Clovis. On a 6 personnes, des ingénieurs informatiques au développement. On est 3 au commerce, on vient de recruter un responsable de l'acquisition digitale pour aller très très vite justement sur se faire connaître le plus rapidement possible. Voilà. Et on sera une trentaine d'ici le mois de décembre. Avec la levée de fonds qui est en cours. Voilà. À noter aussi que dans notre levée de fonds qui est en cours, on intègre, on a déjà une centaine d'investisseurs privés, donc des business angels, qui sont tous issus du secteur de la construction. Donc des gens qui sont dans des institutions, des fédérations, qui sont dans des entreprises de promotion immobilière, qui sont un peu économistes de la construction et qui croient beaucoup en notre projet. Écoutez, merci pour votre attention. Merci Charles. On va passer à une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et après, on va poursuivre alors en ligne
David, on fait une pause. Et ici, on va prendre un café, manger un peu de toilette.